tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Stars et Novelas, votre magazine qui vous dit tout sur les célébrités. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir notre sommaire. Aujourd'hui dans Stars et Novelas, la chirurgie esthétique dans le monde des telenovelas. Vous allez découvrir pourquoi les stars sont obligées de passer sous le bistouri, c'est notre enquête de la semaine. Pablo Escobar, le patron du mal, est l'une des meilleures séries jamais réalisées en Amérique latine, c'est ce que vous verrez dans Planète Novelas. Morgan Freeman, l'acteur américain, a explosé tardivement au cinéma. Vous allez découvrir l'incroyable destin de celui que l'on surnomme le sage à Hollywood. Monica Spear, la sublime actrice vénézuélienne, est en plein tournage aux côtés de Giancarlo Canella. Elle nous a reçus entre deux scènes de Passion Prohibida. C'est notre rencontre de la semaine. Dans l'univers des telenovelas, la chirurgie esthétique est partout. Rares sont les actrices qui ont réussi à échapper au bistouri. Il faut dire que sur le continent sud-américain, le culte de la beauté pousse beaucoup de femmes à y avoir recours. Se faire remodeler certaines parties du corps est devenu un passage obligé pour celles qui en ont les moyens, pour le meilleur et parfois pour le pire. Enquête sur le phénomène de la chirurgie plastique en Amérique latine. Pas toujours facile de vivre les effets du temps qui passe, surtout quand on est un acteur de telenovelas. Le culte du corps et de la jeunesse sont tels dans les séries sud-américaines que les crèmes anti-rides, les régimes stricts et le sport à outrance ne suffisent pas toujours à conserver l'apparence physique de ses débuts. Alors beaucoup de comédiens ont recours à la chirurgie esthétique, bien souvent encouragés par les directeurs de casting et les producteurs eux-mêmes. Alors toutes ces transformations en valent-elles vraiment la peine ? Il faut bien comprendre que si on rallonge notre jeunesse, on peut rallonger notre carrière. Qui sont les as du bistouri ? Les rides de cette région, on évite d'y toucher. Sinon, ça donne vite un aspect trop artificiel. Quels sont les risques encourus par les acteurs ? J'ai eu plusieurs complications dues à l'opération et notamment une vilaine cicatrice. Enquête sur le phénomène de la chirurgie esthétique dans les telenovelas. Bienvenue à Bogota. C'est ici que se trouve la célèbre clinique La Carolina, le temple colombien de la beauté. Le chirurgien plastique Alan González en est le directeur. La beauté, c'est une histoire de proportion, d'harmonie. Si elle est naturelle, tant mieux. Si elle s'obtient à partir de la chirurgie, c'est super aussi. Alan González a reçu dans sa clinique toutes les plus grandes personnalités colombiennes. En 10 ans, le médecin est devenu une référence dans son pays. Plus d'un tiers de sa clientèle est composée d'acteurs et d'actrices de telenovelas, comme Corayama Torres qui vient recevoir une injection de Botox juste avant de passer un casting. C'est un personnage jeune ? Oui, c'est une femme jeune. On peut dire ça. Elle fait attention à elle. Et si Corayama est venue voir le docteur González, c'est que la compétition est rude entre les actrices. Alors beaucoup d'entre elles n'hésitent pas à recourir à la chirurgie esthétique pour rester dans la course. Je le vois comme la combinaison parfaite entre l'esthétisme et un outil que j'utilise pour mon travail. Parce que c'est vrai, ça m'aide. À 31 ans, Paula Barreto pensait elle aussi que la chirurgie lui serait très utile pour percer dans les séries télévisées. Ancien mannequin, la jeune maman s'est fait refaire la poitrine il y a 5 ans pour décrocher des rôles. Et à première vue, elle a eu raison, elle est devenue une actrice incontournable en Colombie. Seulement voilà, Paula est passée entre les mains d'un chirurgien peu scrupuleux, le lot de beaucoup de femmes dans son pays. J'ai eu plusieurs complications dues à l'opération et notamment une vilaine cicatrice. C'est parce que j'ai la peau blanche et la peau blanche est généralement très sensible pour les cicatrisations. Et pour moi, ça s'est mal passé. Je veux réduire la taille de mes seins et me sentir plus naturelle, moins gonflée. L'actrice regrette aujourd'hui d'avoir subi une opération de la poitrine. Alors ce matin, elle a rendez-vous avec le docteur González pour réparer les dégâts. Je dois baisser la cicatrice pour qu'elle soit au même niveau que l'autre. Elle a également d'autres problèmes au niveau de l'aréole. Il faut que je la rende plus symétrique. Le chirurgien réalise en moyenne 60 opérations comme celle-ci chaque mois. En Colombie, la chirurgie esthétique s'est banalisée ces dernières années. Un marché juteux en plein essor qui attire des praticiens parfois peu qualifiés. Le phénomène inquiète de plus en plus la profession. Les patients exercent leur libre arbitre. Ce sont eux qui décident. Malheureusement, parfois, ils prennent de mauvaises décisions. Et on les retrouve dans notre clinique pour réparer les erreurs des autres. Ce métier a pour vocation de rendre service aux patients. Grâce à notre savoir, on les aide à avoir une meilleure qualité de vie. Mais il y a des médecins qui ne pensent qu'à l'argent et rien d'autre. Après 2 heures d'opération, tout s'est bien passé. Paula devrait bientôt se réveiller débarrassée de tous ses complexes. Quand elle va se regarder dans le miroir, elle se sentira mieux dans sa peau, sans cette cicatrice. Non, vraiment, je suis content. À 4500 km de Bogota, une autre patiente vient tout juste de se réveiller. Alors, vous avez bien dormi ? Oui.
C'est difficile de respirer par la bouche. Nous sommes intervenus sur le visage, sur le menton, ainsi que sur le nez. Voilà. Je vais vous montrer des photos de Liliana avant. Voilà, quand elle riait, la pointe du nez tombait en avant. Et par exemple, il y avait aussi cette posture dont elle se plaignait beaucoup. Voilà, cette posture où elle a la tête baissée. Vous voyez? Et de face, ça donne ça, par exemple. Cette forme-là. Un double menton. T'as vu quand tu baissais le visage? Vas-y, plie la tête là. Et là, ça ne le fait plus, regardez. Comme beaucoup de Brésiliennes, Liliana a consenti d'importants sacrifices financiers pour retrouver une seconde jeunesse. Son opération va lui coûter près de 20 000 €. Sauf que mes cheveux sont horribles. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Waouh, c'est parfait. Et si Liliana a accepté de dépenser autant d'argent, c'est que le docteur Pitombo est l'un des meilleurs chirurgiens esthétiques du pays. Toutes les plus grandes stars des telenovelas sont un jour venues chez lui. Comme Aracy Cardoso, qui est l'une de ses plus fidèles patientes. Au Brésil, c'est une véritable star. Elle a joué dans plus de 30 telenovelas. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son chirurgien pour une petite cure de jouvence. Je suis là pour faire quelques retouches, un petit rafraîchissement. Regardez mes rides, là. Dirait un code barre. J'ai des rides bien marquées que je veux masquer. D'un point de vue médical, on porte exactement la même attention aux célébrités qu'aux autres patients. Mais la technique d'opération va être un peu différente. Parce que l'acteur travaille avec son corps. Il a besoin de s'exprimer. Le but de cette opération est d'enlever quelques rides et d'en laisser d'autres, pour que l'acteur puisse incarner son personnage. Au Brésil, la chirurgie esthétique est un passage obligé pour beaucoup et un gage de réussite dans le monde de la télévision. Les acteurs doivent soigner leur image. Il faut bien comprendre que si on rallonge notre jeunesse, on peut rallonger notre carrière et obtenir encore de grands rôles. Le culte de la beauté est partout au Brésil, mais depuis quelques années, les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui, la tendance est à plus de naturel et au sport. Alors passer sur le billard, pourquoi pas, mais il ne faut pas que cela se remarque. Heureusement, le docteur Pitombo a mis au point une technique infaillible. Prenez place, s'il vous plaît. Aracy garde une apparence naturelle, que toutes les célébrités doivent entretenir. Et tout ça grâce à mon celebrity lifting, par petites touches. Nous allons travailler sur ces zones-là. Les rides de cette région, on évite d'y toucher, sinon ça donne vite un aspect trop artificiel. Il faut maintenir avant tout la dignité, la classe, l'aristocratie du regard et l'expression qui se dégage. Alors je peux ressembler à Angelina Jolie? Mais tu es bien plus belle qu'Angelina Jolie. Que s'est-il passé ces dernières semaines dans le monde sulfureux des telenovelas? Quelles sont les dernières indiscrétions sur vos stars préférées? La réponse, c'est tout de suite dans Planète Novelas. Robin des Bois pour les uns, tueur sanguinaire pour les autres, le narcotrafiquant colombien Pablo Escobar divise toujours l'opinion publique 20 ans après sa mort. D'autant plus qu'aujourd'hui, sa vie fait l'objet d'une telenovela. 74 épisodes de 45 minutes retracent le parcours jonché de cadavres du plus grand criminel sud-américain. Je vous ai demandé 100 commandes pour commencer. La série Pablo Escobar, le patron du mal, a battu tous les records d'audience en Amérique latine. Les producteurs ont sorti le grand jeu, un budget pharaonique, le scénariste le plus talentueux de sa génération et des acteurs plus vrais que nature. Tous les ingrédients ont été réunis pour que le succès soit planétaire. Avant, le pays n'était pas prêt à faire une série sur Pablo Escobar. Il y a déjà eu des essais, mais des parties de sa vie n'avaient pas été abordées. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des veuves, des fils de militaires, des fils de policiers, d'hommes politiques et de journalistes, qui ont été assassinés par Pablo Escobar. Ce fut un grand recueillement. Au-delà du scénario riche en scènes d'action et en rebondissements, c'est surtout Andrés Parra qui a bluffé le monde entier. L'acteur de 35 ans qui a commencé sa carrière dans une telenovela à l'eau de rose a remporté des dizaines de récompenses en Amérique latine et aux États-Unis pour son interprétation de Pablo Escobar. Pour moi, c'était très confus, donc j'ai eu recours à la psychologie.
J'ai discuté avec des psychologues, j'ai profité que Pablo Escobar soit l'une des personnes les plus étudiées en psychologie moderne au niveau mondial. C'était un antisocial agressif, sadique, capable de créer ses propres lois, de prôner sa propre morale. Il est même allé jusqu'à créer son propre culte religieux. C'était quelqu'un qui n'avait aucune honte, aucune peur, ni pudeur. J'ai dû faire appel à des psychologues pour interpréter ce personnage, chose qui ne m'est jamais arrivée avant. Le résultat final est bluffant. Les propres lieutenants de Pablo Escobar sont restés sans voix quand ils ont vu la série pour la première fois dans leur cellule de prison. Honnêtement, ça m'a vraiment surpris, surtout quand j'ai entendu pour la première fois l'acteur qui joue le rôle de Pablo Escobar. J'ai eu l'impression d'entendre à nouveau le patron. Son interprétation est extrêmement fidèle. Qu'est-ce qu'on fait? L'Arena ne répond pas. J'arrive à la joindre nulle part, ni à la maison, ni au bureau. Comment je fais pour la retrouver? Je ne sais pas, patron. Je ne sais pas comment faire. Popeye était le bras droit de Pablo Escobar, son tueur à gages. La série relate d'ailleurs un moment tragique lorsqu'il a dû exécuter l'amour de sa vie sur les ordres de son maître. Tu sais, tu n'as pas si mauvais fond que ton patron. Si tu continues à travailler pour lui, ça ne fera qu'empirer. Comment avez-vous réagi quand il vous a donné l'ordre de la tuer? J'étais partagé entre l'amour que j'avais pour Pablo Escobar et celui que j'avais pour elle, car je l'aimais vraiment. Dans cette série exceptionnelle, tous les comédiens ont été mis à rude épreuve pour que le réalisme soit total. Pour Andrés Parra, c'est sûr, Pablo Escobar, c'est le rôle de sa vie. C'était une opportunité unique. Et je pense que je ne suis pas prêt d'avoir à nouveau l'occasion d'interpréter un personnage si inépuisable et puissant que Pablo Escobar. Vous l'aurez compris, Pablo Escobar, le patron du mal, c'est la série événement de l'année 2013 à découvrir très prochainement sur vos petits écrans. Si je veux, je peux tuer ta petite sœur, ta mère, tes grands-parents, tes cousines, tes amis. C'est bien clair? Oui, monsieur. Hein? Oui, patron. À bientôt 76 ans, Morgan Freeman sera à l'affiche de 5 films en 2013. Jamais l'acteur américain n'avait autant tourné depuis le début de sa carrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter de jouer, pas même un terrible accident de voiture qui l'a laissé partiellement paralysé du bras gauche. Et si le comédien le plus talentueux de sa génération est à ce point boulimique de travail, c'est qu'il a rencontré le succès sur le tard à plus de 50 ans. Alors qui est Morgan Freeman? Pourquoi a-t-il explosé si tardivement à Hollywood? Retour sur le destin d'un acteur hors du commun. Actuellement à l'affiche d'Oblivion, aux côtés de Tom Cruise, Morgan Freeman est à 76 ans une icône à Hollywood. L'acteur le plus talentueux de sa génération enchaîne les films quand beaucoup d'autres ont pris leur retraite. Il faut dire qu'il a connu la gloire très tard, à plus de 50 ans. Alors pourquoi a-t-il mis si longtemps à connaître le succès? Le problème, c'est qu'à l'époque, il y a très peu de rôles majeurs pour des Noirs. Et donc en fait, là, il va y avoir 30 ans de galère jusqu'à ce qu'il ait 50 ans. Quelle image a-t-il à Hollywood? Son âge lui a permis de garder les pieds sur terre. Il renvoie une image de sage, charismatique, qui finalement parle peut-être assez peu, mais qui a une présence phénoménale. Est-il aussi sage que ses personnages? Il est arrivé à la célébrité très tard et il a eu son premier vrai scandale à 73 ans. Je veux dire, à un âge où les hommes sont quasiment en maison de retraite. Et bien là, on a découvert qu'il n'était pas si sage. Portrait de l'acteur noir le plus talentueux du cinéma américain. Morgan Freeman naît en 1937 à Memphis, dans le Tennessee. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Le pauvre Morgan Freeman, ça n'a déjà pas commencé très bien sa vie, parce que quand on est noir et qu'on est dans un état du sud des États-Unis dans les années 40, c'est une vie qui est faite de brimades, de pauvreté. En plus, il a son père qui était alcoolique, donc il a été confié à ses grands-parents, à sa grand-mère maternelle très jeune. Descendant d'esclaves, Morgan Freeman grandit dans le sud ségrégationniste. Son histoire familiale va peser lourd dans ses convictions politiques. Lui, ça l'a toujours agacé qu'on raconte l'histoire des Blancs et jamais l'histoire des Noirs. Alors lui, il est d'origine du Nigeria. On sait que sa famille, évidemment, c'était des esclaves. Donc il a toujours fait attention à faire des films pour enseigner un petit peu l'histoire au public américain. Sans être un activiste, sans ramener ça sur le tapis à tout bout de chance, c'est quelque chose qui lui tient à cœur.
effectivement sa condition, la condition des Blacks aux États-Unis. Simplement, il a souvent dit dans une interview que le fait de trop appuyer sur la condition des Afro-Américains aux États-Unis, ça pourrait peut-être les desservir. Enfant, Morgan Freeman tente d'échapper à sa condition en passant la plupart de son temps au cinéma. Dès son plus jeune âge, il rêve déjà d'être acteur. Il jouera dans plusieurs pièces de théâtre durant sa scolarité. Il s'engage dans l'armée, il passe un examen pour devenir pilote d'avion à la US Air Force, mais à l'époque, encore une fois, c'est la ségrégation et l'armée américaine n'est pas du tout prête à avoir un pilote noir. Et donc, bien qu'il ait réussi ses examens, il devient juste mécanicien radar, donc il est un peu désolé, etc., pas très motivé. Je me suis rendu compte que j'étais encore en plein dans mon histoire d'amour avec le cinéma. J'avais vu tellement de films de guerre que je cherchais désespérément les caméras. Au lieu de ça, j'apprenais à tuer des gens. Et je me suis dit que ce n'était pas mon destin. Je voulais être acteur. Voilà, c'est un de ces moments clés de la vie où on change de chemin. À 27 ans, Morgan Freeman décide donc de quitter l'armée. Il s'improvise sténodactylo sans pour autant renoncer à son rêve de devenir acteur. Je suis allé au bureau du chômage et j'ai demandé à voir le chef. Je suis tombé sur une certaine mademoiselle Lipton, à qui j'ai dit que je n'étais pas fait pour être sténodactylo, mais acteur. Elle m'a répondu « Je vous laisse 6 mois pour devenir acteur ». Alors, mademoiselle Lipton, si vous êtes toujours en vie, aujourd'hui, mademoiselle Lipton, je suis devenu acteur. Il démarre vraiment sa seconde carrière, on va dire, un petit peu laborieuse, parce qu'il joue dans des compagnies théâtrales pas très connues, mais le cinéma, en tous les cas, ne lui ouvre pas ses portes. Dans les années 80, à plus de 40 ans, Morgan Freeman reçoit de nombreux prix pour ses rôles au théâtre. Mais s'il brille sur les planches, le comédien n'a toujours pas réussi à se faire une place dans la grande famille du cinéma américain. Le fait qu'à l'époque, donc les années 70, 80, que les Noirs n'aient pas du tout de rôle intéressant au cinéma, ni même au théâtre, ni même dans les comédies musicales, en fait, ça l'énerve profondément. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de le dire au réalisateur, mais enfin, moi je vois pas pourquoi les Blancs auraient les beaux rôles et nous, on serait cuisiniers, domestiques, etc. Il enchaîne tout de même de petits rôles et accède enfin au grand écran après en avoir rêvé pendant des dizaines d'années. En 1989, il joue dans 2 films qui vont bouleverser sa carrière. Il trouve des films dans lesquels il rencontre son public, on le découvre vraiment sur le grand écran. Et c'est vrai qu'aussi bien Miss Daisy et son chauffeur que Glory lui valent vraiment d'être reconnu encore une fois par ses pairs. Une nomination aux Oscars, un Golden Globe, un Ours d'argent. C'est vrai qu'il a intronisé le cinéma, vraiment lui ouvre ses portes et sa carrière décolle véritablement à ce moment-là. L'acteur se façonne petit à petit une image de sage à Hollywood en interprétant des personnages un brin philosophiques, que ce soit dans Robin des Bois, Prince des voleurs, Les Évadés ou encore Seven aux côtés de Brad Pitt, le monde entier se prend rapidement d'affection pour lui. Il s'amuse. Sans déconner. Écoutez, il faut pas vous laisser emporter par vos émotions. Je sais que c'est très dur, mais on doit à tout prix se concentrer sur les détails, ouais, ok ? Et pour moi, mes émotions, elles me stimulent. Vous voulez bien m'écouter ? L'acteur devient bankable à Hollywood et enchaîne les tournages. Cette nouvelle notoriété, Morgan Freeman la met au service de la lutte contre le racisme en s'impliquant dans des films engagés. Il a fait un téléfilm sur Malcolm X, il a fait son propre film Bofa où justement il raconte l'apartheid et puis il a joué pour Steven Spielberg dans Amistad où il jouait un abolitionniste. Donc en fait il a profité de sa notoriété pour éduquer les Américains. Si vous racontez l'histoire des esclaves au cinéma, vous avez l'obligation de le faire le plus fidèlement possible. Une histoire comme ça est fondée sur des faits. Et c'est tellement important dans la construction des États-Unis, alors que tellement de gens n'en ont jamais entendu parler. Il fait jamais de salaud. Donc je ne sais pas s'il les choisit comme ça, ses rôles, ou c'est ce qu'on lui propose, mais quand on regarde sa filmographie, c'est tout le temps quelqu'un qui est sage, lucide. Il serait incapable de jouer Scarface, hein, c'est pas Al Pacino. Après avoir été nommé 3 fois aux Oscars depuis le début de sa carrière, Morgan Freeman remporte enfin la précieuse statuette en 2004 pour son rôle dans $1 Million Baby à l'âge de 68 ans. Et l'Oscar est remporté par Morgan Freeman pour $1 Million Baby. Je veux tout particulièrement remercier Clint Eastwood pour m'avoir donné l'opportunité de retravailler avec lui
ainsi qu'avec Hilary Swank. Je vous remercie tellement. Vous venez de recevoir un Golden Globe. Cela vous fait encore quelque chose de recevoir un tel prix? Bien sûr. À chaque fois que je reçois un prix, cela veut dire que je fais partie du Panthéon, que j'ai rejoint un groupe de personnes que j'ai vénérées toute ma vie. Cette image de sage au cinéma, Morgan Freeman l'exploite également à la télévision. Aux États-Unis, l'acteur est très connu pour ses émissions de vulgarisation scientifique. Je trouve tous ces mystères très intrigants et comme vous, je me pose beaucoup de questions. Je crois que l'éducation est actuellement un enjeu majeur. Et oui, on doit inspirer les jeunes, les éduquer, et le plus tôt sera le mieux. Si l'acteur s'implique autant dans l'éducation des plus jeunes, c'est qu'il a lui-même 4 enfants. Assez discret sur sa vie privée, son image de père de famille parfait a pourtant déjà été égratignée. On s'est rendu compte en 2007 que la partie privée de sa vie n'était pas si sage. Il a eu un accident de voiture assez grave. Il s'est avéré qu'il était accompagné par une de ses maîtresses, disons. C'est ce que disait la rumeur publique. Et cette femme l'a d'ailleurs attaqué en justice parce qu'elle disait qu'il avait conduit complètement saoul. Une sortie de route lourde de conséquences, d'autant plus que Morgan Freeman ne s'est toujours pas totalement remis de son accident. Il est atteint de fibromyalgie, une sorte de maladie neuromusculaire assez incapacitante qui le prive de l'usage partiel de sa main gauche. Donc ça l'a fait beaucoup réfléchir, encore maintenant, donc il a avoué que la douleur ne l'avait pas quitté. La presse s'intéresse alors un peu plus à lui et l'Amérique découvre une facette peu glorieuse de l'acteur. On a découvert à cette époque-là qu'il aurait une relation avec la petite fille de son ex-femme, donc avec qui ils n'ont aucun lien de parenté, mais ils avaient 50 ans d'écart et surtout il s'est beaucoup présenté avec elle. Le scandale a été tellement énorme que je pense que c'est pour ça qu'ils ont annulé tout leur projet de mariage, mais ils pensaient se marier quand même. Alors il n'y a pas d'inceste, hein, ils n'avaient pas de sang en commun, mais ça a quand même choqué l'Amérique parce qu'il l'a élevé pendant 26 ans et quand il allait à des premières, il l'a présenté comme sa petite fille. Si cette relation a choqué l'Amérique, à Hollywood, on ne remet pas en cause ses talents d'acteur et sa place dans le cinéma américain. Rien ni personne ne pourra empêcher Morgan Freeman de continuer à enchaîner les rôles et à profiter pleinement de son succès arrivé tardivement. Mónica Spir est vénézuélienne et fait partie des plus belles actrices des telenovelas. Normal donc que le séduisant Giancarlo Scanella ait succombé à ses charmes il y a quelques mois de cela. Mais rassurez-vous, le comédien n'a fait aucune infidélité à Gaby Espino. S'il est tombé fou amoureux de la sublime Mónica, c'est pour les besoins de la série Pasión Prohibida. Nous avons pu rencontrer l'actrice qui fait chavirer tous les cœurs dans les studios de Telemundo à Miami. Et c'est une interview exclusive pour Star et Novelas. La sublime actrice vénézuélienne Mónica Spir joue actuellement aux côtés de Giancarlo Scanella dans la série Pasión Prohibida. Elle y interprète le rôle de Bianca Santillana, secrètement amoureuse de Bruno, le neveu de son mari. Un amour interdit qui la tourmente un peu plus chaque jour. Elle se marie avec un homme plus âgé et elle l'a choisi parce qu'elle y voyait une figure paternelle. Mais dans cette maison vit son neveu dont elle tombe amoureuse. Voilà l'histoire. C'est un personnage très intéressant car il a plein d'émotions. Elle a beaucoup de choses à l'intérieur, plein de choses gardées, ce qui la rend très spéciale. Un jour, elle est heureuse, un jour, elle est triste, un autre jour, elle est explosive, impulsive, passionnée. Mais en même temps, introvertie. Il y a tout cela dans un seul personnage et c'est ce qui me plaît beaucoup. Les scènes de tendresse avec Giancarlo Scanella l'ont beaucoup rapproché du jeune acteur. C'est la première fois que les deux stars jouent ensemble et Mónica ne tarit pas d'éloges sur son partenaire à l'écran. Il est très spécial. Il a quelque chose dans le regard, une bonté, une profondeur, une joie qui l'accompagne. Je crois que ça fait son sex appeal. Sa joie, son enchantement. C'est une personne merveilleuse. Et je peux très bien comprendre que les Françaises soient folles de lui. Ça me rend très heureuse.
Avant de devenir actrice dans son pays natal, Mónica Spear était surtout connue pour avoir été Miss Venezuela en 2004. L'envie de participer à ce célèbre concours de beauté lui est venue durant ses études universitaires. J'ai étudié la comédie en Floride. Et quand j'ai été diplômée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce bout de papier? Je dois faire quelque chose. Alors je me suis dit, je suis très grande, j'ai les qualités physiques pour être Miss Venezuela, je devrais essayer d'y participer. Comme ça, les gens me connaîtraient, ce serait plus simple pour moi d'entrer dans le milieu artistique. Je suis donc partie au Venezuela après avoir obtenu mon diplôme. Et 3 mois plus tard, j'étais Miss Venezuela. Miss Venezuela en 2004, puis Miss Univers l'année suivante, il n'en fallait pas plus au producteur vénézuélien pour lui proposer son premier rôle en 2006, à seulement 22 ans. Mon premier personnage s'appelait Tamara. Au début, elle était un peu sombre. Mais après ça, elle est devenue différente. Les telenovelas sont un peu une boîte à surprises. Les scénarios changent tout le temps car les séries durent très longtemps. Donc, les personnages changent. C'était vraiment amusant. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Mónica Spear tournera 4 telenovelas au Venezuela avant de s'envoler pour Miami en 2011, où elle poursuit aujourd'hui une carrière à succès. Maman d'une petite Maya, l'actrice doit jongler entre ses impératifs professionnels et l'éducation de sa fille. C'est un peu difficile pour être honnête avec vous, mais je crois à l'instant présent. Quand je suis avec elle, je lui porte toute mon attention. Mais quand je travaille, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Elle a une nounou qui est comme sa grand-mère, elle s'adore. Donc je suis très tranquille quand je travaille, je sais qu'elle va bien. Maya a grandi avec cette vie, elle a 4 ans et elle a déjà vécu dans 4 pays. Et les voyages ne sont pas près de s'arrêter pour la petite Maya. Sa maman a des rêves plein la tête qui devraient la mener un peu partout à la fin du tournage. J'aimerais tout explorer. Faire des films. Je n'ai pas encore fait de théâtre, mais j'adore ça aussi. Je souhaiterais vraiment explorer cet univers du cinéma. J'aime juste apprendre. J'ai envie de tout explorer et partout. En attendant, Mónica Spear continue de tourner les épisodes de Passion Prohibida, une série qui cartonne chaque soir aux États-Unis et que vous pourrez prochainement découvrir sur vos petits écrans. Ne crois pas que tu vas pouvoir mettre tes sales pattes sur la fortune de mon mari. Non, mon amour. Maintenant, ma fortune, c'est toi. Non, mais tu rêves. Je crois que tu n'as toujours pas compris que tu n'auras pas un seul centime de la fortune de mon mari. Voilà, Star Novelas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur le site internet de l'émission et sur les réseaux sociaux. Ciao!